Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. Nous ouvrirons une page sport et plus particulièrement sport automobile avec les commissaires de piste qui ont reçu mardi soir les dernières consignes. Ils étaient environ 400 autour du président de l'Automobile Club qui a voulu couper court aux rumeurs. Michel Boeri a confirmé qu'il y aurait bien un Grand Prix à Monaco l'année prochaine. Nous serons avec notre consultant automobile, Franck Phillips, pour revenir sur le brillant début du championnat du Monégasque Charles Leclerc à bord du Cheval Cabré. Qu'en est-il de la crise sanitaire? La Covid-19 va-t-elle enfin nous laisser tranquilles? On en parle honnêtement moins dans les médias. Est-ce parce que ce virus se banalise ou la situation est-elle moins grave? Pour répondre à toutes ces questions, nous serons avec une chercheuse, la co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale. Nous vous présenterons un livre consacré au prince Albert Ier dont le titre est « Les mondes d'un prince », un ouvrage présenté dans le cadre du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Et enfin, si vous ne vous en êtes pas encore procuré, nous vous présenterons un panel d'œufs, de poules, de lapins et même d'animaux hybrides, tout cela en chocolat dans les pâtisseries de la Principauté pour les fêtes de Pâques. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris dans l'après-midi. Le prince Albert II a été testé positif au Covid-19. Le souverain est asymptomatique, son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Il travaille à distance, en liaison permanente avec les membres de son cabinet et de son gouvernement, ainsi qu'avec ses proches collaborateurs. On reprend le cours du journal. Vous le savez, ce printemps sera riche en courses automobiles, entre la F1, l'historique, sans oublier le e-prix. Après avoir effectué leur stage fin mars, les commissaires de piste ont reçu mardi soir les dernières consignes. L'occasion notamment pour le président Michel Boeri de s'adresser à l'ensemble des bénévoles qui participent à la renommée du Grand Prix de Monaco. Un Grand Prix qui subit régulièrement les rumeurs. Il a tenu à y répondre, comme vous allez le découvrir dans ce reportage d'Alexandra Pani. Je peux vous garantir qu'après 2023, le Grand Prix aura lieu. Je ne sais pas si on va signer pour 3 ans ou 5 ans. Rassuré quant à l'avenir du Grand Prix de Monaco, c'était l'un des objectifs du président Boeri pour couper court aux rumeurs en attendant la signature officielle du contrat avec Liberty Media. En conclusion de son discours devant plus de 400 commissaires réunis ce mardi soir à l'espace Léo Ferré. Dernière ligne droite, dernière consigne pour eux avant la trilogie des Grands Prix 2022. Ils seront 675 bénévoles à œuvrer cette année. Ils ont pu recevoir les dernières consignes de sécurité. La mission première, c'est de leur rappeler ce qu'on leur a inculqué, notamment aux jeunes, la sécurité, mais le rappeler aussi aux anciens. Ils sont là, pas pour se blesser, ils sont là pour appliquer des règles strictes. Le but étant qu'ils ne se fassent pas mal et qu'on montre une image sérieuse de la Principauté Automobile Club. Nous avons la chance d'avoir un circuit mythique que tout le monde nous envie et longue vie à notre circuit et à l'Automobile Club. Mais parallèlement, effectivement, les voitures ont évolué en forme, en dimension, mais également le risque électrique, qui est une nouvelle donne, qui était déjà depuis 2 ans qui existait, mais là les batteries sont beaucoup plus puissantes, donc il y a plus de risques. Et là, ils ont suivi, l'ensemble des commissaires ont suivi une formation particulière liée au risque électrique. Un corps des commissaires très structuré et reconnu pour son professionnalisme internationalement. Une reconnaissance saluée tout récemment par la FIA. C'est un nouveau prix qu'ils ont créé, des meilleurs commissaires de la FIA. Donc ça rejaillit sur tout le corps et ce soir d'ailleurs, la coupe est exposée, je vais leur dire 2 mots là-dessus. Mais ils le méritent parce que, seulement ils le méritent, mais il faut le conserver. Ça veut dire qu'il faut toujours se remettre en cause et en question pour s'améliorer encore. On peut toujours s'améliorer. On a trouvé des petites astuces, là encore, qu'on va dévoiler. Toujours rechercher l'excellence. En quelques chiffres, 125 commissaires ont été formés à la maîtrise du feu, 51 seront dédiés à la commission technique. Notons également la présence de 49 femmes, dont 13 nouvelles. Cette réunion générale de préparation des épreuves circuits lance le compte à rebours de cette édition 2022, riche pour le circuit monégasque. Premier rendez-vous pour l'ACM le samedi 30 avril avec le 5e Monaco e-prix. Le e-prix suivi du Grand Prix historique du 13 au 15 mai et bien sûr du Grand Prix de F1 du 26 au 29 mai avec le Monégasque à ce jour en tête du championnat. Pour parler de ce début de saison incroyable pour Ferrari et Charles Leclerc, nous recevons notre spécialiste automobile sur Monaco Info, Franck Phillips. Franck Phillips, bonsoir. Bonsoir Fabien. On est d'accord, elle est agréable à regarder cette nouvelle saison de F1, même si ça ne fait que commencer. Alors non seulement elle est agréable, mais en plus elle est très passionnante parce qu'on a un retour bien évidemment de notre écurie fétiche par le biais de Charles Leclerc, qui est Ferrari. Et oui, c'est très passionnant cette début de saison. Enfin, Charles Leclerc qui peut montrer de quoi il est capable avec une bonne voiture.
Alors, on va dire qu'il a déjà montré de quoi il était capable hein, de par le passé, donc pas vraiment l'année dernière ni il y a 2 ans, parce qu'il a gagné ses premières pôles à Spa-Francorchamps, enfin la première pole et aussi sa première victoire à Spa-Francorchamps, donc on sait qu'il est capable de gagner. Là, mais la voiture n'était pas forcément là. Voilà, cette année, on va dire que les compteurs sont repartis à zéro. Tout le monde a retravaillé à partir d'une page blanche. Et on voit depuis Barcelone, effectivement, que la Ferrari est compétitive depuis ses premiers tests à Barcelone et bien évidemment sur les 3 premiers Grands Prix, avec 2 pôles et 2 victoires. Et une place de deuxième pour le 3e Grand Prix, oui, donc voilà. Faut pas l'oublier. On est bien parti pour un titre ou c'est vraiment trop tôt pour en parler? On en rêve, hein, mais c'est trop tôt. Tout le monde en rêve. Je pense que sur le kilomètre carré de Monaco, tout le monde croise les doigts et fait des prières à Sainte-Dévote pour que ce début de saison soit pérenne sur l'année. Malheureusement, il reste 19 courses encore. Je ne pense pas que McLaren et consorts anglais, c'est-à-dire Lewis Hamilton, Norris et compagnie, vont se laisser faire encore jusqu'à le milieu de la saison. Donc je pense qu'il va y avoir des réactions au niveau de changement et d'amélioration des DF1. Donc voilà, je pense que ça va être un peu... alors on va dire, on prend le bon et puis on verra ce qui se passe après. Mais c'est vrai que pour l'instant, le début, c'est une saison très particulière. Ferrari au top, Red Bull qui a une bonne voiture, mais qui est des fois défaillante avec des problèmes mécaniques, Mercedes qui est en dessous. Quelle est votre analyse? C'est une saison un peu particulière pour les écuries? Alors bien évidemment, c'est particulier parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on part d'une page blanche. Donc Ferrari peut-être a eu un peu plus de temps, vu que les voitures, on va dire, sur les 2 saisons précédentes, avaient de graves problèmes de retard, hein, je veux dire, suite à la pénalité qu'ils ont pris il y a 3 ans concernant la durée d'essence. Enfin, je la fais courte, mais un peu cette idée-là. Il est vrai que Ferrari avait prédit qu'ils se consacreraient à l'amélioration de leur véhicule, de leur F1, pardon, sur 2022. Résultat... Oui, ils ont un peu sacrifié les 2 dernières années pour effectivement avoir une super voiture cette année. Ils ont sacrifié complètement l'année dernière, ça c'est sûr. Et on voit que cette année, avec tout le changement, ça marche bien. Fin mai, le Grand Prix à Monaco. À votre avis, quel est l'état d'esprit de Charles, qui a couru ici 3 fois de mémoire en F1, et que ce soit Sauber et 2 fois avec Ferrari, ça n'a pas forcément super bien marché. Est-ce qu'il est maudit, Charles, à Monaco? Non, il ne faut jamais dire ça en sport automobile, Fabien, c'est pas possible. C'est pas un mot. Non, c'est pas un mot qu'il faut employer. C'est un peu comme le lapin sur les bateaux. Non, il est évident que la première année avec Sauber, il a un problème technique parce que les freins le lâchent à la sortie du tunnel du Loves. Après, on se rappelle la fameuse Q3 où l'écurie Ferrari le laisse au box pensant qu'il avait fait le bon temps. 2021, pas de Grand Prix, et 2020, pas de Grand Prix, 2021, bien évidemment. Cette petite touchette après la pole qui n'a pas permis à la voiture de repartir. Donc non, je ne pense pas que Charles ait un problème, un souci. Au contraire, il veut bien faire à Monaco, ça j'en suis convaincu. Le seul truc, Monaco, il faut apprendre, et ça se travaille. Et peut-être qu'avec la maturité qu'il a maintenant... Il connaît bien le circuit en plus. Ça, oui, mais vous savez, tout ça aujourd'hui, avec les simulateurs, ils connaissent tous le circuit. Donc voilà, je pense qu'avec la maturité, il aura à cœur justement de faire la pole et enfin de gagner son Grand Prix national. Avec l'évolution des voitures, est-ce que ce circuit, le circuit de Monaco, est favorable aux Ferrari qui, de mémoire, sont meilleurs en ligne droite, ou plutôt Red Bull qui sont bons dans les virages? Enfin, c'est un circuit qui est adapté pour quel type d'écurie pour cette saison? Le problème, c'est que cette année, les voitures sont beaucoup plus larges, beaucoup plus lourdes. Avec Ferrari, on voit que évidemment sur des grands prix avec de grandes lignes droites, ils ont une capacité à aller plus vite, parce qu'on a vu même sur le dernier Grand Prix quand Verstappen avec le DRS dépasse Charles, 2 fois derrière ce qui s'est passé, Charles a repris la tête de la course. Monaco, c'est vrai que c'est un Grand Prix atypique, on le sait tous, plus besoin de le dire.
Il faut voir. Cette année, on part vraiment dans l'inconnu de par le fait où ces voitures sont beaucoup plus larges et beaucoup plus lourdes. Donc, peut-être il y a certaines écuries qui vont revenir, celles qu'on ne s'attend pas. Peut-être il faudrait voir peut-être Alfa Romeo avec un moteur Ferrari. Peut-être une super forme sur l'occasion de Mercedes. Voilà. Je pense que ça va être compliqué de donner un pronostic cette année pour le départ de cette édition de Monaco. Alors vous êtes un spécialiste automobile, vous êtes aussi commerçant. C'est un événement important pour les commerçants de la Principauté parce que souvent pour l'installation on râle un peu, il y a des embouteillages, il y a des inconvénients, mais quand le Grand Prix arrive, j'imagine que les commerçants sont contents de le voir arriver. Ben surtout, on a de bonnes prévisions de par l'Automobile Club. On annonce que le dimanche est complet, le samedi est quasi complet. Je crois qu'il doit rester 4 ou 5% de places disponibles. On sait aussi que le port accueille cette année un maximum de yachts et que même avec cet événement triste qui est la crise en Ukraine, on a quand même beaucoup de yachts qui viennent à Monaco, de par la SEPM qui nous a affirmé aussi qu'il y allait y avoir du monde. Donc oui, il est évident que ce n'est pas un événement non négligeable, on va dire, à l'économie du pays, ça c'est évident. Franck Phillips, merci. Merci Fabien, et on se retrouve très bientôt. Absolument. Franck Phillips qui sera auprès de Frédéric Hélion aux commentaires, que ce soit pour le e-prix, le Grand Prix historique et l'apothéose, le Grand Prix de F1, tout cela en direct sur Monaco Info. On reste dans le domaine sportif avec Yannick Debeuvert. Ce mardi, la Roca Team est tombée face à une belle équipe de Dijon en grande réussite. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. En grande réussite, oui, et notamment à 3 points. Les Dijonnais ont rentré 59% de leur chute longue distance contre 26% seulement pour des Monégasques bien en dessous de leur standard. L'ancien du Rocher, Cadine Carrington, est le meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points. Après 8 victoires consécutives en championnat de France, la Roca Team s'incline finalement 96-87. Autre ballon rond, celui du football maintenant. L'AS Monaco prépare sa rencontre face au Stade Rennais ce vendredi. Monaco 6e se déplace à Rennes 3e pour un des chocs du week-end en Ligue 1. Le Stade Rennais est sur une superbe série de 7 matchs sans défaite en championnat. Les Monégasques devront donc jouer leur meilleur football pour gagner et se rapprocher un peu plus de l'Europe. Je vous propose d'écouter Philippe Clément à propos de cette confrontation. Rennes a joué vraiment bien et ils sont dans une période aussi vraiment bien avec un style offensif, avec beaucoup de buts et des joueurs différents qui font les buts. C'est un style de jeu que j'aime de voir. À cause de ça, je pense pour tous les spectateurs, ça peut être un très bon match vendredi parce que ce sont deux équipes qui veulent gagner et qui jouent pour marquer des buts. Coup d'envoi de cette rencontre vendredi 21h à Rennes. On termine ce point avec toute autre chose, mais qui pourrait améliorer les conditions de circulation en Principauté. Exactement, les aires de livraison connectées sont arrivées en Principauté. Ces aires sont identifiables avec le sigle PAM, point d'accueil marchandises, et accompagnées de capteurs numériques. Ainsi, chaque professionnel pourra s'informer de la disponibilité de ses places sur le site livreici.gouv.mc, optimisé pour une utilisation sur smartphone. Un projet mené pour faciliter la logistique urbaine et la distribution de marchandises sur le territoire monégasque. Le nombre de ces aires connectées devrait se multiplier dans toute la Principauté d'ici la fin 2022. Merci Yannick, on se retrouve un peu plus tard dans ce journal pour la suite de l'actualité. En bref, le temps d'ouvrir une page santé. Nous sommes avec une chercheuse, co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale. Anne Sénéquier, bonsoir. Bonsoir. On va parler crise sanitaire, l'actualité internationale avec le conflit russo-ukrainien, les élections présidentielles. Tout cela a fait un peu d'ombre à ce dossier-là. Où en est-on de la Covid-19 ? Est-ce que les feux, avec l'arrivée du printemps, sont au vert, orange, rouge, selon vous ? Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude, et ne serait-ce que dire on a pris l'habitude est assez inquiétant en soi, mais on a pris l'habitude avec l'arrivée du printemps à se dire qu'on allait être un petit peu plus tranquille. C'est vrai qu'en Europe, les 2 dernières années ont amené avec le printemps un petit peu un relâchement de la tension sur la Covid-19. On est plus sur l'extérieur, on sort de vagues
de cas positifs. Donc oui, on peut espérer aller vers le mieux. Par contre, il faut être assez vigilant et encore une fois, ces 2 derniers nous l'ont appris. On n'est pas à l'abri d'une résurgence, encore une fois, d'un nouveau variant. Mais c'est ce qui s'est passé en janvier avec Omicron et le BA2, sa variante, un petit peu plus tard dans l'année. Et aujourd'hui, finalement, rien ne nous permet de dire que c'était le dernier variant et qu'on peut aller sereinement vers l'été. Donc, il faut rester vigilant, faire attention au taux de positivité, au taux d'occupation des lits et encore une fois continuer cette vaccination ici en France, en principauté, mais à l'étranger de manière générale parce que les nouveaux variants arrivent majoritairement dans les régions qui sont peu vaccinées. Donc l'urgence cette année, c'est de continuer cette campagne de vaccination à travers le monde pour la rendre accessible au plus possible. On a le sentiment pourtant que le virus est devenu banal aux yeux du public. C'est votre sentiment aussi ? La banalité vient de la familiarité. Ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on en parle quasi quotidiennement. C'est vrai que en Europe, la très grande majorité de la population est vaccinée, donc apporte aussi un sentiment de moins de vulnérabilité et de se sentir à l'abri finalement. Donc on se dit, on est vacciné. Aujourd'hui, il y a des médicaments aussi qui sont sur le marché. C'est aussi une excellente nouvelle. Et on est un peu dans cette phase où la pandémie va devenir endémique, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment cohabiter avec le virus. Et c'est vrai que ces nouvelles armes pharmaceutiques, que ce soit le vaccin ou les traitements, nous permet d'avancer un petit peu plus sereinement. Et je dis un peu plus sereinement parce qu'il faut faire attention au risque du nombre. Et même si les cas graves et les décès ne peuvent être que sur même 1% des cas, si on a 100 personnes, une personne ne sera pas problématique. Mais quand on parle justement dans cette capacité de transmission qu'a la Covid-19 sur une population telle que la France, l'Europe ou le monde, bien sûr que le chiffre reste encore problématique en termes de santé publique et d'accueil de ces patients-là. Vous parlez de vaccination qui est importante. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux téléspectateurs qui peuvent se dire bon, la vaccination, de toute façon, on peut l'attraper et le variant Omicron a l'air d'être plus faible. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui pensent ça ? Tout va bien tant que ça arrive aux autres et que finalement on se sent protégé. La problématique, c'est qu'encore une fois, ce taux de transmission est tellement important et beaucoup plus transmissible que les premières variations que finalement on ne peut plus se cacher derrière une statistique. Et finalement, quand on se retrouve en réanimation, la statistique, elle devient caduque, c'est à nous. Et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Justement, où en est-on de tous ces variants ? Il y a le Omicron, vous avez parlé du AB2, alors j'ai un problème avec les lettres. Le BA2. Ah, voilà, celui-là. Où en est-on ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Quels sont les variants qui existent en ce moment ? Tous les variants en fait sont que l'on a connus, que ça soit le virus souche bien sûr, le alpha, le bêta, le gamma, l'omicron, tous coexistent en même temps et en fait au fur et à mesure, on en a d'autres qui sont surveillés par l'OMS et les laboratoires de surveillance à travers le monde et qui vont être considérés comme préoccupants à partir du moment où ils vont prendre de plus en plus d'espace. Et ce qui fait la différence entre, parce que des variations, il y en a énormément. On ne les a pas tous identifiés. En fait, on va identifier ceux qui vont avoir un avantage sélectif par rapport à la variation qui est présente sur le terrain déjà et qui va lui permettre soit d'être transmissible plus rapidement, c'est pour ça qu'il va gagner du terrain, soit qui peut devenir plus virulent pour l'homme ou toucher de nouvelles tranches de population telles que pourraient l'être pour les enfants qui ont été relativement épargnés jusqu'à aujourd'hui. Anne Sénéquier, merci d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir éclairé un peu sur la situation. Avec plaisir. Comme promis, on vous retrouve Yannick pour un deuxième point info qui sera culturel. D'abord, cet événement à l'auditorium Régnier 3, le pianiste virtuose Seong-Jin Cho sera en représentation ce jeudi soir à 20h. C'est un véritable phénomène. Plus jeune vainqueur à 20 ans du concours Chopin de Varsovie, l'une des compétitions les plus prestigieuses du monde de la musique.
Le pianiste jouera donc pour la première fois de sa carrière en principauté dans le cadre des récitals organisés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ce week-end, 11e édition du Salon du Livre de Monaco, renommé désormais Salon littéraire international. Nouveau nom et nouveau lieu pour ce rendez-vous des amoureux de la littérature. Le Salon littéraire international se tiendra de 10h30 à 18h à l'espace Diaghilev du Grimaldi Forum. Au programme, rencontres avec près de 160 auteurs, des conférences et séances de dédicaces. Parmi les têtes d'affiche, retrouvez David Fuenquinos, Eric Nolot, Anne Parillo ou encore Yasmina Kadra. Nouveauté également pour ce salon, un coin dédié uniquement à la bande dessinée. Fin de ce point culture avec une exposition en ce moment de 2 artistes de l'association WAM. Du 12 au 14 avril au 6 bis quai Antoine Ier, Florian Ferrua et Merlin Sigoyo exposent L'étoile qui pense. Entrée libre entre 10h et 19h dans l'univers d'un monégasque et d'un bordelais qui se sont trouvés ensemble dans les dessins à l'encre de lune et l'étoile suspendue. L'exposition met en scène des moments entre candeur et mélancolie, l'expression d'un long voyage qu'est celui de la vie. Oula, dit comme ça, c'est tout un programme. Cette année, vous le savez, nous commémorons le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. De nombreux événements ont déjà eu lieu. Eh bien, sachez que le comité Albert Ier propose un bel ouvrage présentant des facettes moins connues du prince humaniste. Le titre du livre, Les mondes d'un prince. On écoute son auteur, Stéphane Lamotte, au micro d'Alexandra Pagny. Explorer un petit peu les facettes moins connues, de donner à voir en images, que ce soit des photographies, des archives, des dessins, des tableaux, de montrer toutes les facettes et aussi de contourner peut-être l'image plus connue du prince et peut-être de contourner la chronologie, sans s'affranchir du temps bien évidemment, puisque c'est un livre d'histoire, de rentrer par l'espace, par les territoires, et d'illustrer la géographie, les mondes. C'est un petit peu le double sens du titre, les mondes d'un prince, à la fois ses centres d'intérêt, ses engagements divers, Dreyfus, le pacifisme, l'océanographie, l'anthropologie, la photographie, j'en passe, mais également les mondes, les lieux où il s'est déplacé, où il est allé. Et pour les anglophones, cet ouvrage est d'ores et déjà disponible dans les librairies, dans les 2 langues, que ce soit en français ou en anglais. Place à présent à un marronnier. Alors dans le jargon des journalistes, un marronnier est un sujet qui revient chaque année. Nous vous proposons donc un marronnier chocolaté. Et pour cause, il s'agit d'un reportage réalisé auprès de plusieurs spécialistes qui préparent les fameux œufs de Pâques. Mais pas seulement. Sandrine Nègre, Olivier Bonello et Horacio Gaggino sont allés à leur rencontre. Plusieurs cas de figure sont observés en ce moment, à vous de voir lequel vous correspond le mieux. Soit vous faites partie de celles et ceux qui ont déjà craqué et qui ont croqué du chocolat, soit vous êtes plutôt courageux et attendez avec impatience les traditionnels dimanches et lundis de Pâques. Dans tous les cas, un mot d'ordre, se faire plaisir et savourer. Petit avant-goût ici où seront fabriquées au minimum 2000 réalisations en chocolat. On a tout d'abord les petits moulages traditionnels que l'on connaît tous, les petites garnitures qui vont avec, les fritures, les petits œufs fourrés, etc. Et puis nous avons également des petits montages, des petits sujets qui sont plus originaux et en général plus destinés pour les enfants. Il faut compter à peu près 4 à 5 semaines de préparation en amont. Et donc là, c'est tous les jours du chocolat, du moulage, de l'assemblage, jusqu'aux petites finitions sur la dernière semaine. Brillant, cassant, fondant en bouche, une grande attention est portée aux températures pour obtenir ces résultats. Autre lieu, autre maison, mais toujours cette même minutie, ce souci du détail et cet amour du travail bien fait. Cette année, Pierre Marconi nous emmène dans le jardin des 1001 saveurs. Alors effectivement, c'est la thématique de la chasse aux œufs qui mêle l'imaginaire, bien entendu, et aussi le côté gourmand. Cette année, on cherche les œufs, on casse les œufs, on les craque et on les croque. Notre produit star cette année, c'est effectivement le Bird Bunny, qui est en fait un hybride entre un oiseau et un lapin. Et ensuite, il nous emmène aussi dans le monde des œufs. Alors dans ces œufs, effectivement, cette année, la particularité, c'est que leur coque est en fait un millefeuille de praliné. Et puis, bien évidemment, il y a les œufs, les malines d'œufs, comme nous appelons les malines, en fait, qui sont des boîtes, des coffrets d'œufs. Ce sont des œufs qui sont généreux, où l'on voit exactement quels sont les pralinés, mais également, ils ont une forme contemporaine.
Pour finir, une chose est sûre, toutes ces réalisations sont aussi bonnes que jolies. Vous faites d'ailleurs peut-être partie de ces clients qui sont si séduits par leur forme et leur couleur qu'ils ont du mal à les briser pour les déguster. C'est sympa à regarder, mais c'est quand même mieux de les manger. Passons aux prévisions météo pour cette fin de semaine. Le temps restera au beau fixe jusqu'à la fin de la semaine avec des températures très douces. Ce jeudi, le vent devrait tomber, mais le thermomètre, lui, s'envolera jusqu'à 22 degrés au meilleur de la journée. Un jeudi bien agréable où il fera bon de souhaiter une bonne fête à toutes et tous les Maximes. Et pour la petite histoire, Maxime était un citoyen romain qui était chargé de l'exécution de Saint Valérien et Saint Tiburce, mais ses prisonniers le convertirent. C'est pour cela que le 14 avril, on fête conjointement les Maximes, les Valériens et les Tiburces. Les photos de fin de journal sont consacrées aujourd'hui au cirque, mais pour la bonne cause. Des élèves circassiens ukrainiens seront en représentation de ce vendredi à dimanche au Théâtre Princesse Grace. L'intégralité de la recette de la billetterie sera reversée en faveur des écoles de cirque en Ukraine. Toutes les informations sont à trouver sur le site tpgmonaco.mc. Ce sont des photos, des répétitions prises par Michael Alési. Ce journal est terminé. Je vous propose de retrouver Émilie Rousseau demain, 19h. À très bientôt. Au revoir. Thank you.